Bonjour à ceux qui arrivent. Je vous vois arriver sur le live de l'autre côté. Bienvenue. Je vous invite tous à partager. On va passer un petit moment ensemble. On va discuter de plein de choses intéressantes. Et notamment, je fais ce live parce que tout à l'heure, j'ai fait des annonces concernant notamment la personne qui s'occupe des relations presse du docteur Raoul, de sa communication, sur le fait qu'il soit LREM. J'ai eu pas mal de retours de gens voilà, qui avaient l'air de dire ouais, mais et alors qui avaient l'air de m'attaquer parce que je lançais cette info. Et donc, du coup, ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin sur le truc. Je vais vous laisser arriver, je vais vous laisser partager le live. Là, ça part doucement. Attendre que les gens arrivent tranquillement. Voilà, je vous invite à partager sur les groupes. Voilà. Moi, en gros, au début de cette histoire, de cette affaire Raoul, chloroquine, etc., j'essaie d'être le plus prudent possible. J'ai été, on va dire, alarmé par Alex Sam qui a étudié un petit peu plus en détail tout ce qui ressort de ce protocole Raoul, des effets de la chloroquine, etc. Et donc, on va aller un petit peu plus loin dans la note. Le live, il part pas du tout. Il n'y a personne. Vous êtes 123, donc c'est un petit peu bizarre. Je vous invite à partager. On n'est pas là du tout pour, on va dire, casser l'idée que la chloroquine pourrait sauver les gens. On n'est pas là pour casser l'image du professeur Raoult non plus. Simplement, on va essayer d'exposer un maximum de choses, de comprendre un maximum de choses pour savoir si on pense correctement ou pas. Donc, partagez parce qu'on va pas faire le live avec 200 personnes. C'est un sujet important. Je comprends pas pourquoi ça monte pas. Normalement, quand on lance un live, il y a au moins 1000 ou 1500 personnes qui arrivent d'entrée. Là, on a 200 personnes. Donc, si vous pouviez faire l'effort pour que ce soit partagé, qu'on fasse pas ça pour rien. En ce moment, on vit une grosse censure de la part des réseaux. Donc, on a vraiment besoin de vous. L'idée, là, c'est d'essayer d'avancer ensemble dans la compréhension du bordel dans lequel on nous a mis. D'accord ? C'est pas d'attaquer le professeur Raoult, c'est pas d'attaquer son traitement, c'est pas de dire lui a raison, lui a tort, etc. On va essayer d'être factuel, on va essayer de vous montrer un maximum d'informations pour que vous puissiez vous faire votre analyse vous-même. Voilà, c'est ça. Et voilà, vous êtes 400, continuez à partager. Moi, j'aimerais bien qu'on soit au moins 1000 pour commencer parce que je vois pas l'intérêt de redescendre sur tout ce qu'on va voir s'il n'y a pas un petit peu plus de monde. Donc, je compte sur vos partages, puis on commence. Balancer dans les groupes coronavirus, balancer dans les groupes gilets jaunes, balancer sur vos pages perso, etc. Et on va commencer. Parce que j'avais été alarmé il y a maintenant presque 2 semaines par Alex Sam qui me disait « Attention Gabin, j'ai l'impression que tout le monde est en train de se faire manipuler, machin. » Donc moi, j'étais resté un petit peu prudent. J'avais été au téléphone avec lui, il m'avait raconté plein de choses. Mais j'étais resté prudent. Et là, donc face à vos commentaires sur le post de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas content que j'ai dit que Yanis, donc la personne qui s'occupe des relations presse du docteur Raoul et de sa communication, était en fait un membre de La République En Marche, d'accord, très investi à Marseille, qui était en photo avec Macron aux Européennes, etc. Donc récemment, donc voilà, moi j'ai juste publié ça pour donner l'info aux gens et je me fais un petit peu attaquer en retour. Donc on va accueillir Alex. Alex, si tu veux, tu peux nous rejoindre, activer ta vidéo et puis ton micro. Salut Alex, tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Bah ouais, pas mal. J'imagine que toi, depuis là maintenant 2-3 semaines que tu enquêtes sur le professeur Raoult, sur la chloroquine, sur ce qui se dit, j'imagine que tu t'es fait défoncer de toutes parts, attaquer. Ouais, j'ai pris assez cher. Alors, le truc, c'est que bizarrement, j'étais un des premiers à dire « Ah putain, c'est trop bien la chloroquine ». J'étais tout content, j'ai vu le truc et Ouais, j'ai je me partagé le souviens. graphique de Raoult. Et quand on remonte mon fil Facebook, on le voit. C'est-à-dire que le 19 mars, je vois le truc, je le publie direct. Et à l'époque, j'étais en train de bosser sur des tests, en fait. Parce que j'ai un doctorat en biologie moléculaire. Et j'ai les PCR, là, qu'on fait tout le temps, j'en faisais tout le temps pendant ma thèse. Donc moi, je disais à tout le monde, mais putain, faut qu'on les fasse ces putains de tests, il a raison, Raoult et tout. Et oui, je me souviens, le premier live qu'on avait fait ensemble, t'en parlais.
On pouvait justement facilement généraliser ces tests et que tu l'apprenais à l'école très facilement, je me souviens. Ouais, c'est ça. Et on le dit maintenant en plus. On dit putain, pourquoi est-ce que les labos vétérinaires le font pas, etc. Bah, moi, à l'époque, je poussais pour ça. Et j'ai eu des gens au téléphone. J'ai eu un député au téléphone, qui est un député, un ancien République En Marche qui s'est barré. Il s'appelait Sébastien Nadeau. Ouais, qui avait été connu justement pour avoir pris des positions par rapport à un pays, je crois, c'était lequel? Le Yémen. Ouais. Et voilà, vous pouvez regarder ce qu'il a posté en fait dans la période où je l'ai eu au téléphone et où j'essayais de pousser pour qu'on fasse les tests. Il s'est attaqué à Biomérieux, qui a un labo, et il a dit qu'il faudrait nationaliser ces labos parce qu'ils ont de quoi faire les tests. Et il a dit ça il y a 2 semaines. Donc voilà, j'ai poussé un peu sans m'afficher, etc. Mais j'ai fait des petits trucs. Et c'était pas grand chose. Mais à un moment où je pousse pour les tests, me tombe dessus le résultat de Raoult. Alors moi je dis putain, mais c'est du pain béni. C'est exactement ça. C'était pas grand chose, excuse-moi, je te coupe, mais tu m'avais envoyé tes échanges avec ce politique en me disant justement de ne pas les rendre publics, ce que j'avais fait. Et je me souviens de l'audio, et c'est quand même c'est auprès de toi que ce mec-là, il prenait tous les conseils pour mettre en place les tests, etc. Enfin, moi je me souviens de l'échange, ça avait plutôt l'air d'être un mec qui n'y connaissait pas grand-chose et qui avait vraiment besoin de ton savoir-faire pour mettre en place ces tests. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Bah, moi, je me disais, voilà, là, il y a un gros problème de santé publique, il faut qu'on le gère. Et je m'en fous, j'ai juste envie de dire, regardez, on peut faire comme ça. Et j'ai eu une oreille chez ce politicien-là parce que c'est quelqu'un qui s'est intéressé à mon travail sur les gaz lacrymaux. Parce que comme il a dénoncé les ventes d'armes au Yémen, il s'est intéressé aussi aux gaz lacrymaux. C'est comme ça que je l'ai eu en contact. Et du coup, j'ai réussi à avoir son relais et il a essayé de pousser un petit peu pour les tests. Donc à ce moment-là, je vois le truc de Raoult et je me dis, c'est le combo idéal, c'est ce qu'il dit, ce que tout le monde répète aujourd'hui, hein. C'est ce super combo de dire, on teste les gens et ensuite on les soigne et comme ça on peut sortir et on n'a pas besoin de confiner. Et je me disais, tout à fait, ça paraît cohérent et c'est un discours qui paraît cohérent, à condition qu'on puisse soigner, premièrement. Et moi, je n'étais pas seulement dans le soin, moi je me disais, le test en soi, c'est utile pour préparer les besoins. Moi, mon idée, c'était même pas pour soigner, je me disais, on peut pas soigner. Mais ce qu'on peut faire, c'est préparer les besoins, c'est-à-dire anticiper combien il faut de réanimateurs dans chaque région et ne pas faire ce qui s'est passé, c'est-à-dire ne pas prendre un patient et le traîner dans un train, mais justement, à l'avance, faire venir les réanimateurs là où il y a beaucoup de gens positifs. Donc mon idée, c'était qu'il fallait faire des tests pour gérer les besoins. Et j'ai pas réussi à avoir une oreille. Les médias se sont rués sur d'autres choses. J'ai essayé d'utiliser les médias qui m'avaient relayé sur les gaz lacrymaux. Ils n'ont pas vraiment relayé ce message, donc j'avais pas de pression médiatique, j'avais pas de pression politique, et voilà, j'étais un peu dégoûté. Et là, je partage Raoult. Et là, il y a quelqu'un, un chercheur, qui vient me voir en privé et qui me dit, parce qu'il n'avait pas voulu me foutre la honte en public, mais est-ce que tu as regardé les chiffres de cette étude? Parce qu'elle est complètement bidon. Et donc moi, je suis parti de ça, en fait, de me dire, comme j'ai un doctorat en biologie nucléaire, je sais lire, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Raoult, hein, je vous dis, il se dit premier expert mondial, c'est pas mon domaine, c'est pas la virologie, etc. Donc je peux me tromper, c'est pas mon domaine dans lequel il bosse. J'en ai entendu parler vaguement parce qu'il est de Marseille et que moi je suis de Nice, et que quand je voulais faire ma thèse, déjà à Nice, le bruit courait qu'il ne fallait pas faire sa thèse chez lui, que c'était un peu terrible si on faisait sa thèse chez lui. Et je voudrais revenir du coup sur ExpertScape et cette histoire-là, parce que je pense que c'est intéressant pour que... Juste avant, je vous reprécise à tous qu'on a besoin que vous puissiez partager ce live, parce que les notifications ne sont pas parties, donc les gens ne sont pas là, vous êtes un peu moins de 800, il va y avoir beaucoup plus de monde. Donc n'hésitez pas à faire l'effort de partager, on va revenir sur plein de choses ensemble, essayons de comprendre, de décrypter, éteignez BFM, éteignez CNews, éteignez iTélé, et venez avec nous, on va essayer de regarder autrement l'information, voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Alex. Ouais. Donc, moi je suis parti de ExpertScape et j'ai vu qu'ils disaient le premier, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce ExpertScape? Je m'en suis jamais servi, je connais pas. Et en fait, les chercheurs, ils n'utilisent pas tant que ça ExpertScape. C'est un truc qui va compter combien de fois tu as publié un article. Donc en science, l'enjeu, c'est de publier des articles scientifiques qui soient revus par des pairs, qui soient relus par des collègues, et qui disent, les pairs, généralement, c'est un comité de lecture choisi par le journal, c'est généralement des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nous, et donc ils vont être critiques. Et si on arrive à dépasser le stade critique de ses collègues, on est publié dans un journal. Sauf qu'il y a des journaux difficiles, et il y a des journaux faciles, on va dire. Et donc, selon la qualité du journal dans lequel on publie, si c'est Science, Nature ou Cell, on est un bon scientifique. Si on publie dans PLOS ONE ou je sais pas quoi, on est considéré comme plutôt moyen, et il y a des journaux complètement pourris.
Et donc, ExpertScape ne fait pas le distinguo. ExpertScape ne prend que la quantité de publications. Et c'est normal du coup que Raoult soit premier, je vais vous dire pourquoi. Il a été malin sur un truc, il a acheté un appareil dans les années 2000, un séquenceur, qui permet de connaître la séquence génétique des bactéries, et de lire le génome. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est une vraie collection. Alors, il n'a pas fait que ça dans sa carrière, hein. Je ne veux pas rabaisser ce qu'il a fait. Il a fait des choses intéressantes, il a fait de la bonne science par moment. Mais dans ExpertScape, il est devant, parce dès qu'il y avait une nouvelle bactérie, il lisait la séquence avec sa machine, et il publiait la séquence. Donc, j'avais parlé à quelqu'un qui était mécano pour essayer de lui expliquer un peu pour que ce soit un métier qui parle un peu plus aux gens que la science, parce que c'est un peu abstrait. C'est comme si on disait que le mec était un super mécano, parce que tous les jours, il fait les vidanges tout le temps. Il a fait 10 000 vidanges. Alors que pour moi, un bon mécano, c'est un gars qui va savoir changer une courroie ou faire un peu plus que faire une vidange, quoi. Ouais, s'occuper d'un véhicule au sens large du terme. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, il s'est positionné, entre guillemets, au top des scientifiques et des médecins rechercheurs machin par son nombre de publications et non pas par forcément la qualité de ses publications. Exactement. Ne voulant pas dire pour autant qu'il n'a pas fait des publications de qualité. Il a fait quelques publications de qualité, on peut les citer. Il a parlé des Rickettsi, c'est un des premiers, c'est un des experts sur ce domaine-là. Là, il a fait des choses intéressantes. Et il a fait le mimivirus. Donc, il y a une sorte de virus, vous pouvez regarder sur Wikipédia, je n'ai pas envie de m'éterniser dessus, mais c'est deux choses où il a vraiment fait de la bonne science, on va dire. Mais malheureusement, il a aussi fait parfois de la mauvaise science. Et il était réputé pour ça, par son caractère, en fait. C'était quelqu'un qui était nommé par Sarkozy pour créer l'IHU. Et l'IHU, qu'est-ce que c'est ? C'est une bataille contre le service public de recherche, donc contre l'INSERM et le CNRS. Mais l'INSERM et le CNRS se faisaient déjà bouffer de l'intérieur aussi. Comment ils se faisaient bouffer de l'intérieur ? Parce qu'on a mis des politiques qui décident des axes de recherche. Donc d'un côté, il y a des politiques qui décident au niveau INSERM et CNRS ce qui doit être fait comme recherche, et qui ont de l'influence de lobby. Et de l'autre côté, on a créé ce qui s'appelle des IHU, qui ne sont plus des services publics de recherche totalement, c'est des fondations. C'est un statut de fondation. D'accord. Et une fondation, ça accepte les financements privés, contrairement à un labo qui dépend des finances publiques. Et donc Raoult, c'était celui qui a été nommé par Sarko pour casser, on va dire, le service public, pour créer des structures qui sont des fondations, qui vont bosser main dans la main avec des entreprises. Ça, c'est la création de l'IHU. C'est Juppé et Rocard qui ont fait un rapport en disant « Raoult, c'est le meilleur pour ça ». Et Sarko a dit d'accord, a signé, lui a fait un gros chèque et lui a construit son IHU. Depuis, l'IHU de Marseille a fait un projet majeur qui a financé des années de recherche chez Raoult, qui s'appelle Nivachik, contre le chikungunya, et qui a été financé par Sanofi majoritairement. Voilà. Donc, en gros, il a créé une pépinière qui est bénéficiaire. C'est très rare qu'un labo soit bénéficiaire quand il fait de la recherche. Lui, il a créé une pépinière très proche du privé, avec des intérêts privés, des brevets, des machins, et très très monde privé dans la recherche. D'accord. Donc, ça, c'est la structure dans laquelle il est. Le problème, c'est qu'une telle structure, elle cherche à être compétitive et elle cherche à attirer les finances. Alors que le service public, il cherche plutôt à avoir un peu de réseau et à se... Enfin, voilà. Donc, lui, il est dans la finance, il a besoin de finances, donc il a besoin d'être une star. C'est pour ça qu'il met son nom dans toutes les publications. Dans d'autres instituts, dans l'institut où moi j'ai fait ma thèse, le directeur de l'institut était médaille d'argent du CNRS, c'était un grand chercheur. Tous les directeurs d'institut sont des grands. Mais le gars, il ne mettait pas son nom sur ma publication. J'avais pas besoin de mettre son nom sur ma publication s'il n'avait rien fait du travail qui a été fait. C'était moi le nom sur la publication. Et par contre, chez Raoult, il y a des étudiants qui se plaignaient, qui disaient « Mais moi, je ne peux même pas mettre mon nom sur la publication où j'ai travaillé. C'est le nom de... » D'accord, il est obligé de mettre celui de Raoult, ce qui fait gonfler le statut de Raoult dans le nombre de publications, finalement. Il vole un petit peu le travail des élèves, c'est ça que tu veux dire? Alors, il ne le vole pas parce qu'il le coordonne. Je ne veux pas le traiter de voleur de travail, mais non. Il se met en avant parce que stratégiquement, c'est important. Parce que ça lui permet d'être visible pour les entreprises autour, ça lui permet d'avoir une crédibilité, de dire « Regardez, je suis le plus grand chercheur, financez-moi, financez mon institut ». Donc ça fonctionne déjà sur ce point-là. Et de ce fait, chez lui, il y a eu une ambiance très délétère qui a été documentée par Mars Actu, qui a été pas mal partagée, et où la CGT est intervenue. Il y avait un gros souci, c'est que les thésards subissaient des grosses pressions.
Ils étaient vraiment, on les pressait pour qu'ils sortent du résultat, on les poussait, etc. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup d'erreurs. Donc, c'est là que le PowerPoint qu'on avait préparé, si tu veux, on peut le montrer. Je pense que ça peut être Ah ouais, intéressant. on va montrer le PowerPoint. Justement, on a préparé, enfin, c'est pas moi, hein, c'est Alex Sam qui bosse depuis plusieurs semaines sur ce sujet. Voilà, moi, je vous invite à partager ce live parce que là, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. L'idée, c'est qu'on soit encore un petit peu plus nombreux. On est quasiment 900. N'hésitez pas à partager ce live, tous autant que vous êtes. Le sujet Raoul Chloroquine, c'est important. Là, on va avoir un son de cloche un petit peu différent. C'est vrai que Raoul s'est fait détruire dans les médias, mais nous, on n'a pas vocation à détruire son travail, simplement à essayer de montrer un autre son de cloche, une autre réflexion. Ah, moi, j'ai peur de me tromper à tous les niveaux, c'est difficile. Donc, j'essaie de montrer un petit peu tout. Et je pense que Alex Sam, il a le droit à notre confiance, dans le sens où il est là avec les gilets jaunes depuis le début dans la rue, où il a aussi donner tant de son énergie pour les gaz lacrymaux, etc. Moi, ça fait des mois et des mois que je suis en communication avec lui. Donc, je vois pas pourquoi, quand il a quelque chose, même un sujet qui fâche un petit peu, on pourrait pas lui donner la parole pour essayer de comprendre. Ça veut pas dire boire ses paroles, mais en tout cas, essayer de comprendre un petit peu plus les enjeux. Moi, là, je mets en plein écran. On va retourner le diapositive. Hop, du coup, je vais. C'est bizarre, il se met pas vraiment en plein écran, je sais pas pourquoi. Bon, je vais le mettre comme ça. Vous voyez bien, j'espère. Du coup, tu me dis quand je bascule de diapo. Ouais, on peut déjà mettre la deuxième. Hein. Allez, on met la deuxième. Voilà. La deuxième diapo. Toi, tu pourras enchaîner, je vais te dire au fur et à mesure. Mais en gros, là, c'est des spécialistes. Il y a Leonid Schneider et Elisabeth Bick qui sont des spécialistes de comment de vérifier les données truquées, etc. sur les publications. D'accord. Ils se sont rendus compte, comme moi, qu'il y avait une couille, on va dire, dans l'étude de Raoult, et qui, dès qu'ils ont vu ça, ont commencé à regarder ses publications, et ont dit, mais il y a plein de trucs bizarres chez lui. Et donc, ils ont sorti des publications signées Raoult, qu'on peut retrouver donc, sur For Better Science, il a fait toute une liste, ou chez Elisabeth M. Bick, B-I-K, qui ont en fait pris les publications de Raoult, et les cadres, là, c'est ce qu'ils ont rajouté eux dessus, et ils ont montré qu'il a fait des copier-coller de résultats qui disent des choses différentes normalement. Alors, on n'a pas tout le contexte. Si je vous explique chaque étude, on va y passer 3 heures. En gros, c'est pas que je vais tu expliquer l'expliquer ce que veut dire cette image. Voilà. En gros, je vais juste vous dire, si vous voyez les deux trucs rouges, en fait, c'est censé être des choses différentes. Et si on regarde bien, si on zoome dedans, etc., on se rend compte que c'est un copier-coller. En fait, en effet, ces deux carrés qui sont censés être différents, moi, j'y connais rien, c'est toi qui le dis. Ouais. Donc, ces deux carrés sont censés être différents. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a des marques sur ces carrés qui nous font penser, et même de manière sûre, que c'est un copier-coller et que c'est le même élément. C'est ça que tu veux dire ? Exactement. Alex ? Ok. Ouais, et en plus, sur For Better Science, il a sourcé. Donc, si vous voulez retrouver la publication originale, elle est publiée dans le journal. Il y a plein d'autres figures. Better Science. Donc, For Better Science. Meilleure science. Ouais, pour une meilleure science. Donc, c'est un gars qui est un peu comme moi, qui s'est barré du système. Sauf que lui, il vit de dons. Et c'est un Allemand. Et dès qu'il voit des tricheurs sur la science, il balance quoi. Tous ceux qui trichent. D'accord. Et il dit que les sciences... Et là, à droite, là, il se passe quoi là ici ? Alors là, à droite, c'est pareil. Les copier-coller, il a entouré. Et on voit que c'est pas tout à fait pareil sur les bandes vertes. C'est parce que donc je zoome, je déplace, hop, je déplace le truc, hop, pour que vous puissiez voir celui-là. Donc là, en fait, la bande verte, d'après Léonide, il a refait, en fait, on peut le faire en copiant-collant sur un ordi, en changeant, vous savez, quand on change la luminosité et le contraste, on peut voir apparaître des choses, des taches et des choses comme ça, plus ou moins fort. Et en fait, c'est la même photo, mais il a changé le contraste et la luminosité. Et on le reconnaît parce qu'il y a un petit point en bas, vous le voyez, le petit point qui est complètement pourri, là, en dessous du trait. Il y a deux flèches, il y a le trait au niveau des deux flèches, sur le truc vert, et il y a un petit point en dessous, quoi. Et donc là, à ce niveau-là, parce que tu me disais que des fois, les études de Raoult, elles étaient faites par certains étudiants. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un de ces étudiants ici qui est falsifié, mais en tout état de cause, il a signé, il a mis son nom sans vérifier si c'était le cas? Tout à fait. Je ne pense pas que ce soit Raoult qui ait triché. Je pense que c'est un de ses étudiants, sous la pression de son institut, qui a pas osé lui dire que ça ne marchait pas. Parce que le mec, il est quand même... faut voir ce qu'il a fait au niveau pression sociale. Hein. Il y a eu des gens qui ne s'en pouvaient plus dans son institut.
Et sous la pression, il faisait un peu n'importe quoi. Et ils avaient peur de lui parce que, imagine, toutes les semaines, tu as un lab meeting. Moi, j'en avais aussi dans mon labo. Ça me stressait, les lab meetings. Hein. Le lab meeting, c'est en gros, tu présentes ce que tu as fait comme travail dans la semaine. Ouais. Et tu dis, voilà, j'ai fait ça. Et imagine le mec, si tu lui donnes pas ce qu'il veut, il te pourrit, il te descend, il te fait pleurer. Oui, comme les commerciaux, comme les business développeurs en start-up. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois bien. Et du coup, comme ils en pouvaient plus, il y a eu pas mal de trucs comme ça. Donc ça, c'est juste un exemple. D'accord. Donc la première diapo, tu veux que je passe à la suivante? Ouais, on peut passer à la suivante, on peut les regarder un par un. Je pense que c'est un peu salaud de les décider comme ça. On peut y aller vite, hein. Mais tu vois. Ouais, vas-y, on fait vite. Et là, tu peux nous expliquer rapidement l'enjeu de cette diapo? Alors là aussi, c'est un gel. Alors c'est comme le truc précédent, c'est comme ça qu'on lit un résultat de PCR. Et donc PCR, c'est justement la manip qu'on fait pour vérifier s'il y a le virus. Donc, en gros, on va faire migrer. Alors soit c'est des PCR, soit c'est des Western blots qui montrent. Dans les deux cas, on a ce type de figure. Et on va faire migrer soit une protéine, soit un ADN selon sa taille. Et donc, s'il y a la bonne taille, il y a une bande, ça veut dire que c'est présent. Et s'il n'y a pas de bande, ça veut dire que c'est absent. Et s'il y a une autre taille, il y a une bande, ça veut dire qu'il y a autre chose. Donc selon la taille, ça va être quelque chose de différent. Et donc on va vérifier si quelque chose se trouve dans notre échantillon ou pas. Donc là, vous voyez qu'il y a un truc qui est présent dans certains échantillons, qui n'est pas présent dans d'autres. Et bizarrement, il a copié-collé. En fait, il ne devait pas l'avoir et il l'a mis, quoi. C'est où que c'est copié-collé? Alors les deux rouges encadrés. Les deux rouges encadrés, donc de gauche. Et ici, ce rouge-là, ici, et celui-là, et celui-là, en fait, c'est des trucs qui devraient être différents et c'est un copier-coller à chaque fois. Tu vois le fond de la tâche, tu vois qu'il y a exactement le même dégradé. Ouais, c'est la même tâche et elle devrait être différente, obligatoirement. Ouais, regarde celle d'à côté, regarde les autres résultats, tu n'as jamais exactement, strictement la même tâche quand tu fais une expérience avec la même forme, tu vois. D'accord. Ok, diapo suivante. Je passe à la diapo 4. Je dézoome un petit peu. Alors celle-là, elle est géniale. Ouais, celle-là, elle était ouf. Tu me l'avais montré aussi. Ouais, c'est encore une publication signée avec Raoul Cassinet. Donc il y en a deux que j'ai mis côte à côte. Celle de gauche, elle est super drôle parce que, en fait, on utilise de la fluorescence et on va marquer la présence de certains éléments en vert fluo. Et ce qui est marrant, c'est que, au lieu de faire vraiment l'expérience plusieurs fois, il a eu la flemme de faire les expériences plusieurs fois. Enfin, il a eu la personne qui a fait ça a eu la flemme. Et elle a fait quoi? Elle a fait un copier-coller de son image et elle a zoomé, dézoomé. C'est-à-dire que tu prends la même photo, tu zoomes dedans, ou tu dézoomes. Voilà, le B, en fait, le B, c'est le cadre bleu dans le B, c'est le cadre bleu dans le A. Ouais. Et le cadre rose dans le B, c'est le cadre rose dans le A. Donc, c'est une image zoomée. L'image B est une image dézoomée du A. Et c'est censé être des bactéries différentes qu'il analyse. Là, il dit dans le papier que c'est deux trucs différents qu'il a fait à des temps différents, quoi. D'accord. Donc là aussi, il y a falsification. En tout cas, c'est ce qui apparaît. Et là, au niveau du C, c'est pareil, c'est la même image. Alors le C, il n'y a pas de problème, mais le D, on reconnaît le cadre bleu. Ouais, on reconnaît que c'est la même image que A et B. Voilà. Encore, peut-être qu'il y a des gens qui vont reconnaître. Là, on voit bien ici que c'est exactement le même truc ici. Et pareil à côté, c'est la même image. D'accord. Donc selon toi, là, il y a fraude, quoi. Il y a clairement une fraude scientifique. C'est pas une erreur. C'est pas, tu peux pas te tromper en ayant zoomé dans une photo, en ayant agrandi, etc. et découpé en disant c'est des choses différentes. Ouais. Et cette étude, elle a eu des enjeux concrets dans la médecine d'aujourd'hui, dans les décisions qui peuvent être prises dans la distribution. Ça, c'est pour un patient qui était malade et on a vérifié s'il était infecté par des bactéries. D'accord. Donc, typiquement, en ce moment, on se pose aussi la question de qui est vraiment infecté ou pas par le coronavirus. Avec des fraudes comme ça, on pourrait augmenter éventuellement le nombre de cas. Oui, si on fait exactement cette fraude-là en disant oui, tu as le virus alors que tu l'as pas, effectivement, ça peut arriver. Je pense pas qu'il en soit là actuellement. Hein. Mais c'est quelque chose qui a déjà été fait dans son institut. D'accord. Non, mais c'est ça qui est important, c'est de montrer un petit peu des données factuelles. On passe à la diapo suivante. Quand on a zappé une, c'est celle d'avant à droite. J'ai zappé une diapo? Ouais, enfin celle d'avant, celle que tu viens de faire. À droite, il y avait un autre. Ah oui, excuse-moi, comme c'était zoomé. Voilà. Alors,
À droite, attends, il est génial parce que je me mets à droite. Vas-y. lui, c'est vraiment un truc de. C'est une publi un peu plus ancienne, donc à l'époque, ils savaient pas bien truquer les gens. Et là, c'est génial parce que vous savez, quand vous savez pas faire un photomontage, que vous êtes complètement bidon comme moi, et que vous essayez de faire avec les outils du bord et que vous le faites presque à Paint, quoi. Quand vous copiez-collez dans Paint un truc et qu'il n'y a pas le même fond tout à fait, vous avez un fond noir, mais il n'est pas tout à fait pareil. On voit un genre de raccord un peu mal foutu apparaître. Et là, en fait, les flèches violettes, si vous regardez bien, elles vous indiquent exactement les raccords mal foutus. On voit un carré derrière, c'est ça? Ouais, on voit que en gros, il a pris un bout, il l'a copié-collé dedans, quoi. D'accord. Donc, on voit vraiment les bords du carré. Et j'en ai même vu d'autres qu'ils n'avaient pas vu dans la... Eux, en bas, là, je crois qu'il y a des zones où on voit des carrés. Après, c'est pas la peine de... Ouais, je les vois en effet. Ouais. Et donc, il y a plein de... En fait, il a fait des copier-coller aussi de trucs un peu chelous. Et normalement, on n'a pas des trucs comme ça. Enfin, soit tu fais des cadres séparés, si tu fais des... Que l'image a été touchée. Ouais, là, c'est de la retouche, quoi. C'est pas de la retouche image. C'est comme le dégage Macron. Le dégage, il n'est pas parti tout seul. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un peu le même principe. Voilà, il voulait pas montrer tout, donc il a rajouté des trucs, quoi. Enfin, voilà. Ok. Diapo suivante. Diapo suivante. Là encore, c'est tout simplement un bête copier-coller. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Ouais, il y en a pas mal. Et il y en a encore un derrière, hein, je pense. Voilà, on va pas passer une éternité dessus, mais je voulais juste vous montrer qu'il y avait... Non, mais c'est important quand même de démontrer que dans les publications de Raoul, de son institut, il y a en tout état de cause des données qui ont été tronquées. Je reviens parce qu'il me manque le chargeur de mon truc. Est-ce que tu as un truc à dire sur cette diapo ou je te passe à l'autre? Ouais, passe-moi l'autre déjà, et puis après je ferai un petit speech général. Vas-y, je te laisse expliquer et je reviens. Ouais. Donc là, sur la dernière aussi, on voit clairement, encore une fois, qu'il y a un copier-coller. Donc, dans c'est différents sérums de patients. Donc, il y a écrit le sérum du patient, sérum 2, sérum 3, sérum 4. Donc, voilà, sur un patient, on se permet de tricher. Donc, il y a eu ces tricheries. Et encore une fois, je n'accuse pas le professeur Raoult d'être à l'origine de ces montages photos. Et sur une grande quantité de publications, quand on ne signe pas, mais qu'on met un monstre sur ses équipes, ça arrive. C'est quelque chose qui arrive normalement. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas juste dire c'est le plus grand virologue du monde, ta gueule Alex, t'as rien à dire, tu t'y connais pas, lui il s'y connaît. Je suis désolé, je me permets d'avoir un esprit critique, comme je vous permets de me critiquer. Je suis d'accord qu'on me critique, mais je veux aussi qu'on puisse le critiquer et regarder ce qu'il fait, quoi. On n'est pas obligé de boire béatement des paroles de quelqu'un, surtout si cette personne a déjà triché par le passé. Et là, tu peux montrer la diapo suivante parce que ça a pris une tournure spéciale, ça triche quand même. Dans la petite diapo suivante, je vous montre un extrait du journal Science. Donc, ici, c'est un article complet sur Raoult qui explique ce que Raoult a fait. Et donc, on n'est pas obligé de le lire en détail. Hein, c'est en anglais. C'est en anglais, donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il dit? En substance, l'article dit que la Société américaine de microbiologie, un grand journal du domaine de la virologie, du domaine même de Raoult, a décidé d'interdire Raoult de publication. C'est-à-dire que Raoult a été interdit de publication pendant 1 an sur la base de données fausses envoyées au journal. Les deux qui étaient impliqués dans il a été sanctionné. Il a été sanctionné par un journal scientifique. Il n'avait plus le droit de publier dans ce journal. Et donc, là, c'est le truc du milieu, c'est la lettre que Raoult a envoyée au journal. Je suis honoré d'avoir eu mon portrait publié dans le journal Science, mais je suis surpris que 20% de l'article est dévoué à l'American Society of Microbiology, donc c'est Raoult qui parle, à cette histoire. J'étais un dommage collatéral parce que j'ai rien fait dans ce papier, c'est mes collaborateurs qui ont fait le boulot, c'est de leur faute, moi je ne l'ai même pas relu. D'accord, donc il met sur le dos de ses collaborateurs l'erreur qui a été faite alors que c'est lui qui signe, c'est son nom qui apparaît. C'est son nom qui apparaît. Donc moi j'estime
que c'est possible. Il peut avoir tout à fait raison dans ce qu'il dit. Oui, mais quand on est un patron, quand on est un chef d'entreprise, on va pas dire oui, mais c'est mon employé qui a fait ci. Enfin, je veux dire, on est responsable au bout d'un moment, un petit peu, un minimum. C'est là que je voulais en venir. C'est pas lui qui a fait la faute, peut-être, mais la responsabilité lui incombe et le fonctionnement de l'institut génère parfois des fautes. D'autant plus que dans le fonctionnement, j'ai pas envie d'être dégueulasse et de sortir tous les trucs. J'ai des sorties sur mon mur Facebook. Je vous invite à chercher. Il y a une vidéo qui commence à circuler qui est sur For Better Science où les étudiants de Raoult se sont lâchés à une soirée. Ouais, ils l'ont envoyé par WhatsApp à un gars, quoi. Ils ont envoyé ça par WhatsApp au gars qui débunkait les conneries de Raoult. Ils ont dit, ouais, bah justement, tu es en train de montrer toutes les fraudes. Bah moi, j'ai vécu ça. J'étais étudiant chez lui et j'ai subi. J'ai vu la vidéo, elle est assez parlante. C'est en fait une soirée de fin d'année des étudiants qui font une chanson sur Raoult en expliquant que voilà, c'est un dieu, quand il arrive, tout le monde doit se taire, faire un bisou sur sa bague, prendre en gros les blagues sexistes voilà, à tour de bras. C'est ce que ça dit en substance. Hein. Ouais, voilà. Et la chanson, elle dit aussi que c'est marrant parce que c'est très technique. La chanson parle de Raoul Tella, qui lui a donné son nom. Et elle parle aussi de trucs qu'on ne comprend pas tout de suite comme ça si on n'est pas du domaine scientifique. Mais il y a écrit tu peux pas signer ta publi. Je sais plus la phrase exacte, mais c'est en gros, les publis pour Raoult, quoi. Donc ils disent ce que je viens de raconter et dit dans la chanson. Ouais. C'est pas faux. Tac, donc diapo suivante. Ah ouais. Alors là, moi je confirme. En fait, il y a plusieurs éléments qui ont fait qu'on en est venu à faire le live avec Alexam parce qu'au départ, il me le proposait depuis 1 ou 2 semaines et puis je prenais un petit peu de recul. Je me disais, attends, faut pas. Voilà. Donc, mais il y a un truc qui m'a choqué dans la dernière publication de Didier Raoult et c'est la diapo suivante. Dans sa dernière publication, il explique Sanofi et Gilead Sciences au niveau boursier. Est-ce que tu peux nous l'expliquer avec ta façon déjà, Alex? Et puis Ouais, alors moi je suis pas du tout versé dans la bourse, mais quand j'ai vu ça, moi je regardais en fait par curiosité depuis le début du coronavirus. Là, je suis en train de regarder et je me suis rendu compte que le graphe qu'il a fait lui était un petit peu bizarre, quoi. Parce que moi je suis les cours de la bourse pour quelle raison? Parce que je me dis, le médicament, si on le trouve, il va y avoir des gens qui vont pousser derrière, des pharma et des choses comme ça qui vont pousser derrière. Donc j'ai envie de voir déjà quels pharma sont en train de gagner dans la bourse et quels pharma sont en train d'investir massivement. Ce qui me permet aussi d'avoir une idée sur la véracité des données qu'on publie sur les molécules. Je vais avoir plus de suspicions sur une molécule, par exemple, comme le Remdesivir, où il y a Gilead derrière, que pour une molécule comme le Camosta, parce que le Camosta, c'est un générique qui est fabriqué par personne. Il n'y a pas une boîte qui l'a déjà fabriqué. Donc, du coup, il est tombé en oubli complet. Et c'est un truc qui ne sert à rien pour l'instant, enfin, qui est utilisé très rarement dans des pathologies rénales et il n'y a pas grand monde qui le fabrique. Donc, je me dis, voilà, si c'est fabriqué massivement par un des acteurs, il va sans doute pousser dessus et il y a des jeux sur la bourse qui se font. Et du coup, de temps en temps, quand je vois une molécule qui m'a l'air bien, je regarde aussi le cours de la bourse de l'entreprise qui le fabrique. Et Sanofi m'intéressait particulièrement parce que Raoult, il buzz à fond. Donc là, je vois ça et où il explique en gros, en substance dans sa vidéo, que Gilead s'en sort mieux que Sanofi. Et alors, que donc il serait un mauvais agent de Sanofi s'il était là pour leur faire la pub. Voilà. Et donc ça, il fait un truc sur 3 mois avec le Nasdaq, donc le truc américain, et un truc que je n'ai pas réussi à retrouver. Je ne connais pas ce site. S'il y a des gens qui s'y connaissent en bourse, qui me le filent s'ils veulent bien. C'est un truc exprimé en pourcentage. Vous voyez, c'est du moins 20% plus 20%. Et je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait en fait dans ce truc. Mais moi, je suis même pas sûr que ce graphique-là, c'est pas eux qui l'aient fait. Comme tu as l'habitude de le dire, enfin, comme on l'a dit juste avant, ils aiment bien peut-être retoucher les images. En tout cas, moi, ce qui m'a choqué, je vais vous expliquer ce qui m'a choqué. Cette vidéo, elle est sortie avant-hier. D'accord? C'est le bulletin du 14, elle est sortie hier, c'est le bulletin du 14 avril de Didier Raoult. Il explique que puisque la courbe de Sanofi est en chute libre de 13-40% et que la courbe de Gilead machin est elle en évolution de 17%,
il explique qu'il serait un très mauvais agent de Sanofi si c'était à lui de faire si c'était vraiment le cas. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que cet onglet-là, crois-moi, il n'existe pas sur la Nasdaq. Et je vais vous le montrer tout de suite. Tu l'as Bah oui, d'ailleurs, tu Il l'as. est copié-collé, ouais. En fait, on l'a mis juste après. Cet onglet 3 mois, il n'existe pas. On peut faire du 6 mois, on peut faire du 1 an, on peut faire la veille, 5 ans max, et c'est tout. Il n'y a pas 3 mois. Et donc, quand il fait cette vidéo, il aurait très bien pu prendre les données, en effet, il aurait très bien pu prendre les données et ne pas rajouter son onglet 3 mois. Mais regardez. Donc ça, c'est quoi? Moi, j'ai trouvé sur C'est Google, hein, je vous dis, je ne suis pas spécialiste bourse. Ce que Voilà. Donc j'ai tapé Google et j'ai pris ce qui sortait, quoi. Cours Sanofi. ouais, voilà. Donc là, vous pouvez voir à 6 mois. Donc ça, c'est la courbe des 6 mois. Et on voit bien que, en effet, il y a eu une chute ici à partir de début mars, enfin du mois de mars jusqu'à presque début avril. Il y a eu une chute du cours Sanofi, mais depuis un mois, en fait, euh, ça très bien. Et en fait, ils sont revenus quasiment, et ça continue de monter, ils sont revenus quasiment à l'état de avant, bien avant la crise. Donc en fait, son graphique, il est pas vrai. Ça c'est quoi? Attends, parce Ça, que je c'est suis l'autre, c'est zoomé. Gilead. Ouais, ça c'est Gilead. Mais je vais vous le montrer plus. Attendez. Hop. Je vais vous le montrer sur le site directement qu'il n'y a pas cet onglet 3 mois. Parce que ça, Sanofi, bourse, tchouk, 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 tchouk. Voilà. Cours de l'action. Attends, j'arrive à- Cotation, bourse. Ah, je suis pas sur le bon site, c'est bizarre. Je vais faire rapide, excusez-moi. Récapitulatif des marchés. Tout à l'heure, je l'ai trouvé sans problème. Alors, si tu veux, moi, je tapais Sanofi, Nasdaq, NASDAQ. Ah oui, voilà, mais j'y suis là. J'avais Hop. le graphe qui sortait sur Google, quoi. Ouais, il est là direct. En fait, voilà le graphe de Sanofi. Et donc, si on regarde sur le dernier mois, on voit l'évolution à partir du 24 mars et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Très clairement, on est sur une courbe très ascendante, alors que, en effet, sur toute la période antérieure, on était sur une courbe descendante, puisque là, on voit bien qu'il y a eu une chute ici, il y a eu une grosse chute, et à partir de là, on est en train de remonter très clairement. Donc depuis fin mars. Donc, pour moi, il triche sur sa vidéo quand il met en avant ces chiffres. Et ça, je l'avais remarqué. Voilà. Hop, j'arrête là. Je te laisse la parole, Alex. Je te remets sur le graphique. Ouais, là, on peut zapper un peu les graphiques. Ouais, en fait, c'est le Voilà. 1 celui-là, hein. Voilà, donc on a fait. Après, j'avais mis le Gilead pour comparer. Voilà, Ah, le bon, Gilead Gilead, qui, le lui, cours, bon, il monte aussi un peu, hein. Tous les pharma montent, je pense, hein. Ils ouais, sont. ouais, se porte bien. Voilà. Et donc, du coup, moi, je voulais juste dire, par rapport à tous ces éléments, permettons-nous juste de douter un petit peu. Et le gros problème, c'est que dans le débat sur Raoult, bah, on a beaucoup de monde qui n'a pas les compétences en biologie pour pouvoir dire je sais qui triche ou je ne sais pas qui triche. Je sais que c'est quelqu'un qui a déjà triché, ça je l'ai compris. Alors est-ce qu'il triche là maintenant, est-ce qu'il ment ou pas sur la biologie? On ne peut pas le dire. Et donc tout le monde en est à faire des déductions autour de la politique, autour de machin. Mais moi en fait j'ai des compétences en biologie. Et moi j'ai compris qu'il avait triché. Et mon enjeu, je me suis dit, c'est pas tant de vous dire pourquoi il a triché, parce que ça, j'en sais rien, je suis pas compétent pour vous dire pourquoi il triche. Il a sûrement des raisons. J'ai donné des indices. Je vous ai dit, Sanofi a financé son institut. Il a des intérêts à droite à gauche. Peut-être que c'est pas ça, peut-être que je me plante, peut-être que c'est juste son ego. J'ai aucune idée de pourquoi. J'ai pas envie de vous donner la réponse, j'en sais rien. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est arriver à vous faire comprendre comment il triche sur la biologie et du coup à faire en sorte qu'on ne soit pas en train de croire Alex ou de croire
Didier Raoult, ou de croire Emmanuel Macron qui change d'avis toutes les 2 secondes, ou de croire Douste Blazy, ou de croire ci ou de croire ça. Donc je me dis, c'est peut-être mieux de soi-même comprendre. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a rendu public toutes ces études. Donc on peut les lire, on peut regarder ce qu'il a fait. Donc moi, je vais essayer de vous expliquer dans quoi il vous a embarqué et là où il y a une couille en fait dans le pâté en général. Donc je prends de l'altitude et je vous dis juste, au départ, on est en situation de pandémie, on n'a pas envie d'attendre. On est dans la merde et on a un médicament. Donc si on le prend, c'est ce qu'il vous dit, soit on guérit, soit on guérit pas. Du coup, quand je me pose le problème comme ça, bah, je me dis, j'ai vraiment rien à perdre, quoi. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Si ça marche pas, bah, je m'en fous, ça marche pas. Donc du coup, bah, autant le prendre. En plus, ouais, je vois pas où est le problème. En plus, les effets secondaires, ils sont mineurs. Là, ils nous disent, ils nous rabâchent les effets secondaires, il y en a quasiment pas. Enfin voilà l'argumentaire. Donc je l'ai bien entendu. Je comprends qu'on le prenne comme ça. Maintenant, ce que j'aimerais faire, moi, c'est corriger ce schéma de départ. Donc il y a des effets secondaires déjà. Ça, c'est vrai. Et on va les évaluer après. On peut voir, mais il y a surtout un deuxième truc, et c'est la slide d'après. Il y a un truc dont on ne tient pas du tout compte, si tu me mets celle juste après, c'est que il ne faut pas réfléchir en ça marche pas. Il faut réfléchir en dans cette maladie-là, ça améliore, ça fait rien ou ça aggrave la maladie. Et je vais vous donner un exemple hors sujet, comme ça vous comprenez très bien la chose. Imaginez que vous avez une maladie qui vous fait augmenter votre rythme cardiaque. Et vous avez un médicament, un premier, qui réduit le rythme cardiaque, et un deuxième qui augmente le rythme cardiaque. À votre avis, le premier, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que Il va Gabin, tu es assez diminuer. intelligent pour répondre. Il S'il va diminue diminuer donc, le rythme cardiaque, le premier, j'ai dit, il augmente, je crois. Donc si ta maladie augmente le rythme cardiaque et que ton médicament augmente le rythme cardiaque, qu'est-ce qui se passe? bah, ça va augmenter encore plus. Tu aggraves ta maladie. Si par contre ta maladie, elle augmente le rythme cardiaque et ton médicament réduit le rythme cardiaque, tu améliores la Stabilise. maladie. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est au départ de réfléchir à ce que fait une molécule. Tu vois, de ne pas tout de suite dire c'est un médicament, donc ça peut que guérir ou pas guérir. Que fait la chloroquine? Et donc, là, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle a trop de rôles différents. Et quand on ne sait pas ce qu'elle fait, quand on n'a aucune idée, bah, on doit se dire, le schéma un peu plus détaillé comme ça, si on le prend, soit il y a une amélioration, et on se retrouve donc normalement à 99% de guérison et peut-être 9% de réanimation. C'est un exemple que je fais. Ça peut être beaucoup, beaucoup mieux comme amélioration. On peut guérir à 100% ou ça peut être un peu moins bien. Mais c'est par rapport à si je prends rien. Et si je prends rien, je suis déjà dans une situation où j'ai 98% de guérison et à peu près 10% de réanimation. Et par contre, si j'aggrave les choses, ça veut dire que je passerai à 97% de guérison seulement et à 11% de réanimation. Donc là, j'ai des marqueurs pour savoir si j'aggrave, si j'améliore ou s'il n'y a rien. Donc ça, je pose le problème un peu plus comme ça. Et les effets secondaires par-dessus ça, ils peuvent me rajouter des morts ou me rajouter d'autres symptômes en plus qui sont désagréables. Donc, où se situe la chloroquine dans ça? Si on n'en sait rien, si on n'a aucune idée, on ne peut pas vraiment décider. On ne peut pas tout de suite dire je pense que ça améliore ou je pense que ça aggrave. On doit vraiment se placer au milieu et considérer toutes les possibilités. Par contre, voilà, on peut déjà partir de ce qui s'est passé avant. Vas-y, passe, c'est bon, c'est nickel. On peut partir de ce qui s'est passé avant. Et la chloroquine, on pensait que ça allait aider pour le sida. Et bien, ça a aggravé le sida. Ça a aggravé le sida. Ça a augmenté la charge virale. Effect of hydrochloroquine on immune activation of disease progression du HIV, du coup. Not receiving anti-thérapie. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire en gros que les patients qui ont reçu l'hydroxychloroquine et qui ne prenaient pas l'antirétroviral classique du sida ont été testés de manière randomisée, aléatoire par rapport à un groupe contrôle, et on s'est rendu compte que leur charge virale augmentait par rapport au groupe placebo, par rapport à quelqu'un qui ne prend rien. Donc tu prends rien, tu as moins de sida, tu as moins de virus que si tu prends la chloroquine.